Et on est en live, mes chers amis, mes chers pirates et tous les amateurs de ciné qui nous regardent. J'espère que vous allez bien. On est déjà quelques-uns ensemble pour une nouvelle émission ciné qui vient de sortir de l'esprit du Capitaine Crochet. Effectivement, alors que je regarde si tout se passe bien sur YouTube, et c'est le cas. Hop, nouvelle émission ciné qui vient de sortir de mon esprit. Là maintenant, la DeLorean, j'ouvre les portes pour tout le monde. Et vous savez quoi, ma DeLorean, je l'ai transformée en vidéoclub, en Blockbuster, cette chaîne vidéoclub américaine qui était extraordinaire pour ceux qui ont connu. Donc, vous êtes actuellement au sein, et accrochez votre ceinture, du premier épisode de Ma DeLorean est un Blockbuster. Salut à tous, c'est le Capitaine Crochet. Et donc pour cette première émission de Ma DeLorean est un Blockbuster, évidemment, j'avais besoin d'être avec des amis, des camarades qui ont choisi d'embarquer avec moi et de faire un voyage temporel de plusieurs années. C'est le Terminator de la critique ciné. Toujours maxi-protéiné, que ça soit physiquement ou dans ses écrits. C'est Guillaume de l'Heure Magique qui est avec moi. Comment ça va? Ça va, Capitaine? Eh ben, écoute, ça va. Merci de me rejoindre et d'avoir embarqué dans le siège passager de la DeLorean. Aujourd'hui, Guillaume, j'ai envie de faire un voyage avec toi et de t'emmener dans mon vidéoclub temporel. Mais, Guillaume, tu as ouvert une chaîne, L'Heure Magique, et bien sûr, tu contribues à Popcorn Reborn. Mais aujourd'hui, j'avais besoin de toute l'équipe de L'Heure Magique avec moi pour faire ce voyage temporel. Et l'équipe au complet, ça veut dire que the one and only Fouad est avec nous. Comment ça va, Fouad? Salut, Captain. Salut la piraterie. Tac. Bon, il n'y a que 2 places dans la DeLorean, là. On fait comment? Du coup, moi, je suis quoi? Je suis sur le toit. Tu t'assois sur les genoux. Sur tes genoux. Comme Elisabeth Chou. Tu vois, comme ça. Comme Jennifer. Comme Jennifer. Fouad fera Jennifer aujourd'hui. Du coup, je vais m'endormir là dans 5 minutes. Voilà. Alors, on remercie tout le monde. Salut qui nous les regarde. amis. Il y a Mitch, il y a Florent, il y a Clément qui sont déjà là. C'est super. Et les amis, voilà. À chaque fois, et j'espère qu'il y aura d'autres émissions, mais à chaque fois, je vais inviter des pages cinéma qui me plaisent énormément. Et évidemment, pour cette première émission, ce premier voyage temporel dans un blockbuster, cette chaîne de magasins qui n'existe plus malheureusement, eh ben, j'avais envie que L'Heure Magique soit avec moi. Alors, L'Heure Magique, c'est quoi? C'est une chaîne sur YouTube avec des discussions entre Guillaume et Fouad sur à chaque fois un Hall of Famer du cinéma, un réalisateur Hall of Fame. Le dernier en date que vous avez fait, c'est sur McTiernan, et c'était extraordinaire. Dites-nous en plus sur L'Heure Magique, Guillaume et Fouad. Vas-y, Guillaume. Merci camarade. Eh bien, L'Heure Magique, c'est d'abord une association de malfaiteurs entre Monsieur Boudard et moi-même, qui sont unis par pas des intérêts communs, mais un amour partagé pour un certain cinéma des années 80-90, et surtout bien plus large que ça. Et nous, ce qu'on voulait, en fait, c'est revenir sur des réalisateurs qui ont marqué leur temps, ou pas, des films qui ont gravé un conscient collectif, ou pas, et déterminer pourquoi, et faire la différence, en fait, qu'on fait plus assez entre les films qui nous apportent ce dont on a besoin et pas forcément ce qu'on veut. Parce que malheureusement, actuellement, on constate avec les plateformes, avec les studios, etc., que les films se contentent de répondre à la loi de l'offre et de la demande. On a essayé de déterminer ce que le consommateur, et non plus le spectateur, le consommateur désire. Et on lui donne un film comme si on remplirait un questionnaire de satisfaction client, finalement. Et nous, le cinéma qu'on mène, qu'on aime, et les réalisateurs qu'on a abordés et ceux qu'on abordera, en fait, eux se distinguent notamment par leur capacité à surpasser, justement, à dépasser cette foutue loi de l'offre et la demande pour essayer
pour toucher les gens dans dans ce dont ils ont besoin fondamentalement. Et c'est ce cinéma-là qui s'imprime en fait dans les consciences et qui reste gravé dans les esprits année après année et qui détermine son importance sur le long terme et non pas sur le court-termisme qui malheureusement est la politique non seulement cinématographique mais aussi plus générale et qu'on est tous en train de subir actuellement dans des niveaux et des domaines divers et variés. Voilà. Vous avez compris, votez l'heure magique avec Guillaume. Il vient de se présenter au présidentiel du YouTube Game. Hein. Voilà. Merci Guillaume. Pas tout seul, hein. J'ai mon colistier avec moi ici. Voilà, Fouad, Premier ministre. Votez pour nous les amis, là. Faut que le compteur monte là. Hein, faut que ça tourne là. C'est ça, on est quelques-uns et puis Fouad, aujourd'hui, prends cette émission comme un cadeau qu'on te fait parce que Fouad rajeunit une année de plus et tout à fait. toujours cette même patate. Bravo à toi, Fouad. Alors, vous l'avez compris, mes chers amis, je suis content que l'heure magique soit avec moi aujourd'hui. Pour le prochain épisode, on aura d'autres pages qui viendront faire ce voyage temporel. Alors, j'ai eu la chance de tester ou même de vivre l'expérience Blockbuster vidéo avant que tout ferme et pendant plusieurs années. Et c'est vrai que Blockbuster, il y avait un charme parce que c'était des magasins. Enfin, c'était des vidéoclubs où il n'y avait pas vraiment beaucoup d'efforts faits sur la déco la plupart du temps, mais il y avait une ambiance dans la plupart. Hein, vraiment, tu rentres où que tu ailles, il y avait une ambiance. C'était des lieux où tu discutais beaucoup, tu sais. Vraiment, tu sais, tu discutais beaucoup avec des inconnus et ça partait sur des discussions au cinéma. En fait, franchement, dans les blockbusters, c'était du YouTube avant l'heure. Tu sais, c'est des live YouTube avant l'heure. Tu vois, les gens voilà, ils parlent de ciné et tout. C'était vraiment très, très. Il y avait un truc sympa là-dedans. C'est dommage que ça n'existe plus. Et donc. Les vidéoclubs, en fait, les vidéoclubs, c'était un peu comme aller au bar, en fait, pour nous, tu sais. Ouais, c'est vrai. Se retrouver dans un lieu de sociabilité et de partage où, en fait, on était tous réunis par amour et pour notre passion commune pour les et puis, tu étais plus ou moins sûr que tu avais des fans hardcore. Tu vois, tu avais des cinéphiles pointus dès que tu discutais dans un blockbuster, la plupart du temps. Voilà. Donc, c'était vraiment très sympa. Je redis, l'heure magique sur YouTube. Je veux que vous alliez vous inscrire à la suite de cette vidéo. Et donc, le voyage temporel, dans la DeLorean, on a mis le cadran à l'année 90 aujourd'hui. Il y aura d'autres années qu'on va faire. Donc, imaginez que Guillaume, Fouad et le Capitaine sont dans leur blockbuster en 1990. C'est-à-dire qu'on parle ciné en 1990, à la fois des sorties ciné, mais comme on est dans un vidéoclub, à la fois des sorties vidéoclub de 1990. Vous êtes bien d'accord avec moi? Eh oui, alors qu'on est un peu plus... Il y a Johan qui nous a rejoint, il y a... voilà. Donc, et il y a Hubert, on est de plus en plus nombreux, faites passer le mot, on est dans un live ciné aujourd'hui, et c'est génial avec mes amis. Alors les amis, préparez-vous, accrochez-vous, puisque on va aller sur d'abord les sorties vidéoclub, les sorties VHS et le top des locations VHS de l'été 90. J'ai retrouvé le top du mois de août 90. Alors le 11 août 90, quand tu allais farfouiller ou tu allais passer ton temps dans un vidéoclub, le top des locations, notamment aux États-Unis, bien sûr, c'est un top américain. Voilà. Mais bon, en France, on n'était pas très très loin non plus, mais c'est un top américain. C'est ça. Regardez votre écran, les amis. C'est ça. Wow. Le 11 août 90, le top location aux États-Unis, bien sûr, la guerre des roses. Alors, on va en reparler. Alors, magnifique. On va faire un passage en revue très rapide et après, on va s'attarder plus longuement. La guerre des roses. Alors, style Magnolia. Alors, de nom, je pense qu'il y a Dolly Parton qui doit être dedans, mais alors, ça, c'est aucun ni souvenir et je pense que j'ai jamais vu. Internal Affairs avec Richard Gere. Je ne vois plus trop ce que c'est.
bien sûr, Tango et Cash. Ah. Hein, Tango et Cash. Bien sûr aussi, le navet de Papa Spielberg, Always. Alors, moi j'ai un souvenir d'affiches de cinéma avec Retour vers le futur 2 et Family Business qui sortent ensemble. Ça, je m'en souviens très bien. Et tout, j'étais dans le nord de la France, j'étais tout petit, je crois que j'étais au cinéma à Cambrai et il y avait Family Business ou Back to the Future 2. Voilà, donc je peux te dire que Family Business, je l'ai jamais vu. Hard to Kill, je crois que c'est Nico ou je me trompe pas? Si je me trompe pas, Hard to Kill. Non, c'est Échec et mort. Échec et mort, d'accord. Évidemment, Retour vers le futur 2. Tremors avec Kevin Bacon, qui à l'époque, et dans les films d'horreur, avait sa petite réputation. Puis il y a aussi un film oublié, c'est The Fabulous Baker Boys, avec les frères, les frères acteurs, là, les frères Bridges, Bridges et Michelle Pfeiffer. Suzy et les Baker Boys. Ouais. En français, c'est Suzy et les Baker Boys. Ouais. Ok. Alors, les amis, en 90, si vous étiez allé dans un blockbuster, est-ce que vous auriez tapé dans cette sélection pour vous taper un petit film? Grave, moi j'aurais directement Tango et Cash et Hard to Kill pour une soirée, mec. Alors ça, c'est... Ah, c'est vrai. Ouais, parfait, direct. Alors moi, j'aurais tapé dans La Guerre des Roses et Family Business, pour faire la vie de couple et la vie de famille. Ouais, vous êtes des mecs à thème, hein. Vous arrivez à trouver des thèmes, hein. Vous êtes très très bons. Leurs magiques, ils sont très très bons, hein, vraiment. Ça pose de même. Là, ça pose de même quand même. Hein. Les thèmes, ça pose de même. Ouais. Même si j'aime bien le Spielberg, même s'il est décrié celui-là. Alors on y va sur le Spielberg. Moi j'aime beaucoup Always. Vas-y, dis-nous en plus. Je crois que c'est le premier remake que Spielberg ait fait dans sa carrière. C'est un remake d'un film de Victor Fleming qui s'appelle A Guy Named Joe, avec Spencer Tracy, donc qui raconte l'histoire d'un pilote de la Seconde Guerre mondiale. Qui meurt et puis qui revient sous forme de fantôme. Moi, j'aime beaucoup ce petit film qu'il a fait juste entre Indiana Jones et la dernière croisade et Hook. Vraiment, il l'a intercalé entre ces deux-là. C'est une histoire d'amour que je trouve très touchante avec Richard Dreyfuss qui jouera pour la dernière fois pour Spielberg et Holly Hunter. Holly Hunter qui était plus ou moins la copine de Spielberg. Ils ont un peu flirté ensemble. Bref, nous ne sommes pas dans le gala. Mais c'est bon à savoir. Et alors moi j'aime beaucoup Always parce que puis il y a John Goodman, les amis. Il y a John Goodman qui est extraordinaire. Moi je trouve que c'est touchant. C'est à prendre au premier degré, tu vois. Et puis c'est le dernier rôle de Audrey Hepburn, quand même, c'est vrai. de la reine, la princesse Audrey Hepburn dans son dernier rôle, qui joue le rôle d'un ange pour son dernier rôle. Quelle magnifique manière de finir sa carrière que dans le rôle d'un ange, je trouve. Elle joue Hap, l'ange gardien de Richard Dreyfuss. Donc Richard Dreyfuss qui est pilote de Canadair dans le film. Un peu tête brûlée, tu vois, il est un peu fou et il meurt dans un accident en mission et il revient sous forme de fantôme et tout ça pour assister, pour voir sa femme, sa fiancée refaire sa vie sans lui, quoi. Donc en fait c'est un film sur le lâcher prise, sur l'amour et le lâcher prise. Et dans ce film il y a il y a des scènes, les scènes d'avion sont extraordinaires. Et j'ai découvert que très récemment qu'il s'agissait de maquettes, c'est vous dire. Toutes les scènes d'avion sont en grande partie, dès qu'on voit un avion qui largue de l'eau sur une forêt en feu, c'est des maquettes. Et les scènes de maquettes ont été réalisées notamment par Joe Johnston. Donc c'est vraiment un film qui est remarquable techniquement, comme toujours chez Spielberg. Voilà, moi je l'aime bien, c'est naïf, c'est très premier degré. Always, moi j'aime bien. Alors, tu vois, Always, je l'ai pas vu, mais si je me trompe pas, en fait, je pense que ça correspond, le film, à une phase un peu plus décriée de la carrière de Spielberg, au sens artistiquement la plus controversée, parce que avant ça, comme tu l'as dit, il avait fait Indiana Jones 3. Oui.
qui n'avait pas eu recueilli le même plébiscite en fait que les précédents. Et après, il va enchaîner avec Hook, qui est sûrement son blockbuster le plus décrié en fait, clairement quoi. Ouais. Du coup, je pense que, alors, sans avoir vu Always et tout, je pense que il doit aussi peut-être sa réputation à cette phase, pas cette phase de creux, tu vois, mais cette espèce de temps mort dans laquelle était Steven Spielberg à cette époque-là, tu sais, où il avait enchaîné 3 films, où le trône de roi absolu du cinéma qui était le sien depuis les Dents de la Mer et qui était revenu avec Rencontre du troisième type, était commencé à vaciller un petit peu, quoi, tu vois, où les réussites artistiques flamboyantes qui se soldaient aussi par des plébiscites publics, là, la combinaison, il était plus forcément, ou en tout cas plus forcément de la même intensité, et je pense qu'All-West doit sa réputation à ça, surtout qu'en plus, comme tu l'as dit, c'est un petit film, et Spielberg a souvent l'habitude de faire un petit film, enfin, un petit film pour Spielberg, hein, on est d'accord, entre guillemets, les petits films de Spielberg, c'est des épopées pour d'autres. Et à l'époque, faut se remettre, là, on fait un voyage temporel en 1990. Je dis bonjour à Samir, avec qui j'étais en live hier chez The Lickers. Salut Samir. On se parle bientôt, et puis j'espère que tu vas découvrir l'heure magique sur ce live Microciné. Microciné, oui, j'en ai entendu parler, mais Microciné, j'ai regardé un peu, j'ai un peu regardé. Voilà. Eh ben, Microciné nous écoute parce qu'il sait où est la qualité, évidemment. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans ce voyage temporel qu'on fait en 1990, comme tu dis, Guillaume, sauf que le public n'est pas encore habitué à ces moments où Spielberg s'accorde ses films, tu sais. Et donc, parce qu'en 90, on a encore quand on parle de Spielberg, on parle blockbuster, c'est le gros truc, on l'attend et tout. Moi, je m'en souviens très très bien. Et ça avait fait pchit à l'époque, surtout en Europe, parce que le film est aussi très américain d'une certaine façon, tu sais. Donc ça avait fait complètement de split, et c'était un bide en France qui fait que il était passé, tu sais, on était passé de Indiana Jones, où quand même il y avait eu un accueil public qui était quand même très très fort. Très très fort, tout le monde, tous les fans de ciné allaient voir Indiana Jones, et puis même Hook qui est décrié. Moi j'ai vécu Hook. Moi Hook au cinéma, je suis allé le voir 3 fois en famille, et 2 des 3 fois la salle était blindée. On était sur les marches, tu vois. Et donc en tant que gamin, Hook c'était un truc énorme pour moi. Après en grandissant, j'ai compris que la réception du truc était différente, alors que pour moi c'était le truc le plus dingue, quoi. Et mais effectivement, c'est peut-être justement ça, c'est peut-être ce premier film qui s'accorde, et le public était pas prêt, et après le public a accordé à Spielberg qu'il fasse vraiment ce qu'il veut quand il le veut. Et c'est la première fois qu'il enchaînait, il va nous faire le coup plusieurs fois dans sa carrière, qu'il va enchaîner 2 films dans la même année. C'est vrai. Tu vois, il a fait Indiana Jones 3 plus Always, Jurassic Park plus La liste de Schindler. Il a refait le coup avec Il faut le sauver, le soldat Ryan, Amistad. Tu vois, il enchaîne 3 films en 18 mois, quoi. Je pense que sa plus grosse perf à ce niveau-là, c'était sans doute le AI. Arrête-moi si tu peux, Minority Report, qui sont sortis quasiment sur un an de temps, quoi. Mais c'est qui fait des trucs comme ça, c'est vrai. Il a une productivité hallucinante. Donc moi, Always, moi je le recommande fortement. C'est bien de défendre des films parce que tu leur gardes un charme, et que tu vas pas. Il a du charme, et comme disait Guillaume, des fois, les grands cinéastes, les grands auteurs, on en apprend beaucoup plus dans leurs petits films. Tu vois. Leurs petits films sont beaucoup plus parlants. Ouais. Fouad a totalement raison, parce que en fait, quand tu fais un gros film, surtout quand tu t'appelles Spielberg, quelque part, même si tu donnes de toi, même si c'est ta personnalité qui transpire à travers le film, tu es quand même obligé de répondre à des attentes quelque part, tu vois. Tu sais que tu es attendu. Tandis que ton film personnel, c'est quoi? Même s'il est moins, ton petit film à toi, même s'il est moins flamboyant que tes gros films qui touchent tout le monde, bah, quelque part, tu le fais pour toi parce que tu as besoin de le faire, et donc forcément, tu vas peut-être plus te livrer, en fait, ou livrer tes envies de cinéma sans être autant contraint par ton public, en fait, ou par la pression que tu mets par rapport à ton public. C'est son petit plaisir. C'est son petit plaisir, en fait. C'est son petit chèque en blanc. Voilà, moi, je trouve qu'il mérite d'être quand même réhabilité. Je sais que beaucoup ne l'aiment pas, mais moi, je l'aime.
Voilà, allez, on revient sur justement ce top frontal du 11 août 90. Et donc moi, mon choix irait sur Back to the Future 2 parce que je l'ai fait, louer la vidéocassette et l'user jusqu'à la corde en un week-end. Ah ouais. Et quel souvenir ça reste. Incroyable. Comment dire, j'irai aujourd'hui sur Family Business parce que tu sais, mon attrait pour le cinéma maintenant, mon attrait pour les films va sur des films qui me sont passés devant et que j'ai oubliés et qui reviennent comme ça. Tu vois, donc par curiosité, j'irai sur Family Business. Et puis, moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce top location, c'est que c'est quand même La Guerre des Roses qui est le premier. C'est que la guerre des Roses est le premier et c'est vraiment un film. Moi, j'aime beaucoup Michael Douglas. C'est vrai qu'il y avait un truc qui se passait avec Kathleen Turner. C'est un couple de cinéma, mais c'est un film qu'on peut dire maintenant aujourd'hui qui ne peut pratiquement plus se faire et qui est un film complètement hardcore où c'est donc un succès de location et c'était un succès public de cinéma l'année précédente, 89. Ça a été un succès critique et le propos du film est un propos jusqu'au boutiste, hardcore, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Il est temps de réhabiliter très très fortement La Guerre des Roses en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Surtout si vous allez vivre un divorce bientôt, les gars. J'irai plus loin que toi. Je pense qu'il est urgent de réhabiliter Danny DeVito en tant que réalisateur. Parce que c'est pareil, quand il avait fait Balance Maman hors du train, avec Billy Crystal, avec également Billy Crystal, qui est une petite perle comme ça, qui est pas forcément très bien connue. Tu sens que le type, en fait, je pense même pas que le gars joue à la satire consciente des codes, des codes sociaux de l'Amérique, etc. et tout. Mais c'est un sale gosse, en fait, qui pousse le bouchon à fond, d'autant plus que visuellement, c'est un type qui a les moyens de ses ambitions en tant que metteur en scène. Et il me semble que, alors je peux me tromper, mais il me semble que sur La Guerre des Roses, son chef-op, c'était Barry Sonnenfeld, qui sera le futur réalisateur de Men in Black. Et Sonnenfeld était aussi le chef-op des frères Coen. Ah ouais. Et ouais, c'est les premiers frères Coen. Et tu as un style, Barry Sonnenfeld. Tu as vraiment un style sur les courtes focales, sur ces espèces de travelling très agressifs, très frontaux, où la caméra est vraiment un actrice à part entière en fait du film. Tu as une sensibilité à ce niveau qui se rapproche aussi un peu de Sam Raimi, qui est aussi très proche des Coen. Donc par extension, tu dis que tu vois, comment t'appelles ça, par 6 degrés de séparation, t'en arrives forcément à Danny DeVito, quoi. Et en fait, Guerre des Roses aussi, c'est que c'est aussi cette espèce de cartoon géant de sale gosse qui sur un sujet en fait qui devrait être une sorte de comédie de mœurs un peu mainstream, un peu conventionnel, où tu as un couple qui se déchire. Lui, en fait, il pousse le bouchon très très loin, à la fois, comme tu le dis, sur le propos, et aussi visuellement parlant. Et tu sens que c'est un type qui se fait plaisir, c'est un plaisir de cinéma, ce film, en fait. Vraiment, c'est un plaisir de cinéma avant d'être une sorte de culte pour couple ou de culte sur un thème social à la mode, quoi, en fait. Ouais, carrément, hein, je rejoins totalement Guillaume. Danny DeVito est un peu sous-estimé comme réalisateur. Moi, je trouve que c'est un super réalisateur. Il a un univers vraiment à lui. Il a un univers assez acide, acerbe, comme ça, tu vois. Assez sans... Comment dire? Il te caresse pas dans le sens du poil. Il met en scène des conflits, tu vois, typiquement on balance ma mère hors du train. C'est un mec qui cherche à tuer sa mère. Tu vois, il a tué sa mère, tu vois, c'est quand même un truc de malade. Mathilda, c'est pareil, il joue un espèce de père complètement exécrable. Et c'est ça que j'aime chez Danny DeVito, c'est qu'il n'hésite pas à y aller à fond, quoi. Et La Guerre des Roses est un exemple typique. Il a le couple le plus glamour de l'époque, Michael Douglas, Kathleen Turner, qu'on avait vu, je crois qu'on a vu avant, donc dans La Poursuite du Diamant Vert, Les Diamants du Nil. Hein? Dis bien de l'époque. Oui, ouais. Mais c'était un formidable trio même, je dirais, hein. Et super, et tout à fait, c'est un très très grand producteur. Et pour faire le raccord avec Nicholson, c'est
Il a raison. Ouais, tout à fait, ouais. Alors, Opha, je ne l'ai pas vu, hein, je serais curieux de le voir. Et pour faire le raccord avec Retour à Futur 2, Zemeckis, sans Michael Douglas, probablement que Robert Zemeckis n'aurait pas eu la carrière qu'il a eue. Parce que c'est Michael Douglas qui est allé chercher Zemeckis, qui était tricard à l'époque, Tout à fait. qui lui a demandé de faire à la poursuite du Diamant Vert. Donc, effectivement, Michael Douglas, éminent producteur. Et les voir tous les deux dans cette comédie qui est assez gaguesque et cartoonesque, hein, c'est presque un dessin animé, tu vois. Il y a des scènes, bon, la fameuse scène du lustre, les scènes où ils sont tout jeunes, le premier dîner où ils trinquent et ils font sonner le couteau sur leur verre de cristal l'un et l'autre, et leurs deux verres ne sonnent pas de la même manière, donc tu vois, donc c'est une manière très intelligente déjà de mettre le verre dans le fruit, tu vois, et je trouve ça fabuleux, c'est de faire, déjà c'est super drôle, quoi, et Danny DeVito manie à merveille l'humour noir, il te fait rire avec du drame, c'est ça qui est fabuleux. Et moi, j'aime beaucoup, franchement, c'est l'un de mes j'ai pas vu Opha, mais là, vraiment, La Guerre des Roses, il fait partie vraiment du top du panier, quoi. Ouais. Mais c'est vrai, on pouvait faire un succès avec une fin qui n'est absolument pas réconfortante pour le public. Carrément. Ouais. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est que quand tu prends Balancement hors du train, c'est un type qui veut se débarrasser de sa mère. Quand c'est La Guerre des Roses, c'est un type qui veut tuer sa femme et vice-versa. Quand c'est Mathilda, c'est une gamine qui rêve de se débarrasser de ses parents, finalement, grosso modo. C'est terrible. Sur le papier, c'est terrible. Ouais, mais c'est ça, c'est génial, et c'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est que c'était le mauvais esprit du cinéma américain, en fait. Ouais. Il traduisait toutes les mauvaises pensées des gens, de ses contemporains qui sont pas forcément américains. Je veux dire, avoir envie de tuer sa mère, je pense que ça arrive à tout le monde. Avoir envie de tuer son conjoint ou sa conjointe, ça arrive à tout le monde. Se débarrasser de ses parents, pareil et compagnie. Et tu vois, c'est le mec qui te traduisait à l'écran toutes tes mauvaises pensées. C'était vraiment le mauvais esprit, et il te traduisait toutes les pensées que balayer, parce que voilà, quoi, c'est pas des trucs qui se disent socialement. Bah, lui, il les disait, il les filmait, il le dit, il y va à fond. Il y va à fond, quoi. Et ça, c'est ce genre d'énergie-là, c'est un truc dont on manque profondément aujourd'hui. Et pour Opha, alors je l'ai vu qu'une fois il y a longtemps, mais par contre, c'est assez différent Opha dans sa filmographie, c'est que pour le coup, il admirait vraiment Jimmy Hoffa, en fait, qui était le syndicaliste, le célèbre syndicaliste le président du syndicat des camionneurs. C'est Al Pacino dans le dernier Scorsese, hein, c'est ça? Ouais, exact. Et là, pour le coup, il y avait une fascination vis-à-vis de son sujet qui faisait que, en fait, le film était beaucoup plus académique, parce qu'il essayait de le traiter avec respect et déférence, ce qui n'était pas le cas, en fait, du tout dans ses précédents films. Donc, je pense que le film est un peu pas problématique, mais il fait un petit peu, c'est un petit peu le cousin bizarre de sa famille cinématographique, qui sont les films qui composent sa filmographie, en fait. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui lisent, qui lisent la presse, Première Classique, le dernier numéro de Première Classique, consacre un joli dossier sur Danny DeVito, réalisateur. Ah, ok. Ah, bah, tu vois, le timing parfait. Voilà. Allez-y avec le code promo foi de l'heure magique. Il y a Omega qui dit Captain, t'es bien meilleure humeur quand tu parles cinéma que quand tu parles boxe. Oh, mais si tu savais quelle humeur je suis aujourd'hui, la mauvaise humeur est restée. Mais je suis avec mes amis, au moins ça on peut pas m'enlever. Je suis avec vous qui nous regardez. Effectivement, il y a John, il y a Microciné qui est là. Aussi, Microciné, tu pourras venir dans la DeLorean quand tu le voudras par la suite. Ça fait plaisir que tu nous suives. Et donc, vous voyez, moi j'adore inviter l'heure magique, parce que tu vois, je leur dis rien. Je ne dis rien. Je ne dis simplement DeLorean, Blockbuster, 1990. J'ai rien dit de plus. Ils arrivent, tu vois. Boum. Tu parles d'Danny DeVito, La Guerre des Roses, boum, t'en as pour 20 minutes. Hein, ça, j'aime ça. Voilà. Et donc, sur ce top rental de 90, l'été, est-ce qu'il y a autre chose, est-ce qu'il y a une évocation autre quand vous voyez ce top 10? Alors excuse-moi, je ne vais pas prendre la parole, et je dis quoi, je n'ai même pas parlé de Tango et Cash ou d'Échec et War, parce que je pense qu'ils auront droit à leur chapitre
dans les minutes qui vont suivre, c'est Internal Affairs avec Richard Gere et Andy Garcia. Oui, alors parle-nous-en parce que j'ai plus Alors, aucun moi, je l'ai souvenir. pas vu celui-là. Bah, alors honnêtement, je l'ai vu une fois il y a très longtemps et c'est un film qui était connu entre guillemets parce que Richard Gere jouait un méchant. Il jouait un méchant pour les rares fois servir. Et quand tu vois à quel point le mec peut être niais quand il joue les gentils, voilà quoi. Respect pour Richard Gere, mais il faut avouer que c'est pas le plus grand acteur du monde, hein, en toute objectivité. Là, en fait, il jouait un mec, non seulement méchant, mais vicieux, tu sais, qui manipulait le personnage d'Andy Garcia, parce que, si je me souviens bien, Andy Garcia faisait partie des affaires internes de la police. Il enquêtait sur Richard Gere, je crois. Et du coup, Gere, il entamait un jeu qui était très malsain, en fait, avec lui, où il commençait à draguer sa femme, n'importe quoi et compagnie. Et il jouait vraiment le vice. Et pareil, ce film-là, c'était une petite curiosité, en fait, vraiment à son niveau. Le réalisateur, c'était Mike, attendez. Pas Mike Nichols, non. Non, pas Mike Nichols. Ah, me trompe. Mike Figgis, ce qui était qui est un réalisateur anglais. Qui en a fait d'autres après. Hein. Ouais, Las Vegas. Living Las Vegas, ouais. Ouais, Living Las Vegas, ouais. Donc, tu vois que c'est un mec c'est pratiquement un réalisateur qui est à la lisière de l'expérimental, en fait. Living Las Vegas, c'est un film qui est assez expérimental à sa façon. Et en plus, Nicolas Cage, il avait un de ses plus beaux rôles, quoi. En alcoolique, il est flippant. Mais vraiment, revoyez Living Las Vegas, j'aime pas trop le film. Nicolas Cage est flippant, en fait, dans son rôle d'alcoolo. Mais vraiment, c'est pas glamour du tout. Et du coup, ouais, Internal Affairs, je me sens bien comme une petite curiosité qui était aussi cette curiosité de vidéoclub, en fait. Tu sais, tu y allais, tu avais la VHS de Richard Gere, tu dis putain, il dégage pas la même bonhomie, la même bienveillance que d'habitude. Et là, tu découvrais, bam, c'était un méchant, et tu découvrais un film qui était quand même assez différent de ce qui se faisait à l'époque. Donc ça faisait partie de ces espèces de curiosités de vidéoclub que tu trouvais, puis qui du coup devenaient des hits parce que Richard Gere, parce qu'Andy Garcia, quoi. Ouais, c'est vrai. Regarde, D'accord. Effectivement, troisième parce qu'à l'époque, la location de VHS, c'est quelque chose. Hein. C'est des chiffres assez importants. Oui, c'est des gros revenus. Ouais. C'est des gros revenus. Donc, être troisième, effectivement. Ce qui veut dire que Richard Gere était un nom très bankable. Très bankable. À l'époque, ouais. À l'époque. Et puis, il y avait Pretty Woman qui était arrivé ou qui allait arriver, je sais plus. Pretty Woman, je sais plus si c'est février 90 ou si c'est décembre 90. Je sais plus exactement. Mais bon, on est dans cette période-là, donc. Pretty Woman, c'était Pretty Woman, Pretty Woman, c'est arrivé après la sortie cinéma de Affaires privées, Internal Affairs. Donc, ça veut dire que quand Internal Affairs est arrivé en vidéo, Pretty Woman devait être sorti en salle. Et donc, il devait avoir la vague Pretty Woman. En vidéo, ça bénéficiait de la vague Pretty Woman. Ouais. Et les producteurs du film, honnêtement, ils ont dû faire un hold-up. Ils se sont dit putain de merde, le mec il fait Pretty Woman qui est à carton astronomique. Et puis là, notre film, on espérait plus en tirer. Il commence à cartonner dans les VHS. Les gars, ils ont dû se faire un fric monstre, mais cadeau du ciel, tu vois. Tout à fait. Alors, peut-être toi, Fouad, dernière évocation sur ce Top Rental. Ouais, mais j'aimerais revenir sur Family Business. Vas-y, ça me plaît. Dis-moi. Sidney Lumet. Alors, le film est loin d'être le meilleur de Lumet, mais de toute façon, tous les Lumet sont intéressants. Ouais. Même les Lumet qui sont un peu moyens. Il y a toujours des bonnes choses dans le cinéma de Sidney Lumet. Moi, je l'aime bien parce qu'il y a un cast quand même assez phénoménal. Family Business, c'est une histoire de... ce sont des braqueurs, je crois. Hein. Ce sont des braqueurs de banque. Dustin Hoffman est un braqueur qui s'est rangé des voitures. Et son père donc fait éruption, revient dans sa vie, et son fils, le fils de Dustin Hoffman, Matthew Broderick, veut plutôt que de suivre une voie toute tracée des études, une vie rangée, etc. Non, il veut faire perdurer la tradition familiale, c'est-à-dire le braquage de banque, et pour ça il suit son grand-père qui est joué par Sean Connery. D'où le titre Family Business. Et là, donc, on a 3 générations. Broderick, Hoffman, Sean Connery. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien entre eux. J'aime bien. J'aime plutôt bien l'alchimie.
Et c'est aussi, ça fait partie des ouais, des belles, je trouve des rôles intéressants de Sean Connery. Voilà, c'est Ah ouais. ce que je voulais dire surtout. Sean Connery a beaucoup travaillé avec Lumet. Le travail qu'il a fait avec Sidney Lumet est éminemment intéressant. Le gang Anderson. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre avec Lumet? J'ai pu The Offense, qui était monumental. Et La The colline des hommes Offense, perdus. La colline des hommes La perdus. colline des hommes perdus. Franchement, voilà, il faut voir tout ce qu'a fait Sean Connery en dehors de James Bond et même de sa dernière partie de carrière. Il y a trois parties chez Sean Connery, hein. Il y a James Bond, il y a ensuite les films qu'il a fait après James Bond, où ça marchait plus ou moins bien au niveau en termes de box-office. Et ensuite, il y a eu sa troisième partie de carrière, à partir de grosso modo Highlander, où il jouait le rôle de mentor, hein, où il prenait des chèques monumentaux, des cachets monumentaux pour des rôles de mentor, et son Oscar du meilleur second rôle pour Les Incorruptibles. Et là, à partir de là, c'est devenu une légende, quoi. Mais tout ce qu'il a fait avant est super intéressant, parce que Sean Connery n'a eu de cesse de s'émanciper de James Bond. C'est un monsieur qui a potassé Shakespeare, Tolstoï, qui a joué Shakespeare, hein, donc c'est un acteur de théâtre accompli, Sean Connery, hein. C'est pas un belâtre qui a débarqué, qui est devenu une star du jour au lendemain en jouant James Bond, hein. C'est un mec qui a beaucoup travaillé, et je trouve que dans Family Business, il est extraordinaire, et il ne se soucie plus trop, pardon, de son image, quoi, parce qu'il est dans les mains. Zardoz, évidemment, c'est mythique, parce que quand il a été dans les mains d'un grand cinéaste, Sean Connery, il a toujours été formidable, quoi. Donc, franchement, Family Business, faut y aller, quoi. Et bah, tu vois, vas-y, Guillaume, vas-y. Et puis la fin des années 80, c'était quand même l'époque où Sean Connery était à son acmé, je veux dire, artistiquement parlant. Enfin, Ouais. sa hype était à son acmé parce que tu avais eu Highlander, après il y avait eu Les Incorruptibles où le mec il y a eu l'Oscar, mais il y a eu une reconnaissance pour ce rôle qui dépassait largement l'Oscar qu'il a reçu. C'est vrai. Et Family Business, en fait, ça correspondait aussi à cette nouvelle image de superstar qu'il avait réussi à gagner. Et je me souviens que Denzel Washington, il racontait il n'y a pas longtemps qu'il était aussi nommé l'année où Connery était nommé pour Les Incorruptibles. Ouais. Et il disait que, alors avant que l'Oscar du meilleur second rôle masculin soit remis, Connery est venu faire un discours sur scène pour remettre un autre prix. Washington disait, le mec s'est tapé une standing ovation de 2 minutes alors qu'il était juste là pour parler et remettre un prix. Il a dit, j'ai pris mon manteau et je me suis barré. Ouais, et effectivement, il est devenu un demi-dieu, quoi. C'est devenu une légende jusqu'à la fin de sa carrière. Et c'est l'occasion aussi de se replonger dans le travail de Sidney Lumet. Il faut voir tout Sidney Lumet parce que c'est un monsieur qui soigne, où tout est signifiant. Le travail de Sidney Lumet, tout est signifiant chez lui. Chaque mouvement de caméra, chaque gros plan, chaque zoom, chaque mouvement de rail, tout est signifiant. C'est un monsieur qui maîtrise à la perfection la grammaire cinématographique. Et à une époque où la grammaire cinématographique se perd, je trouve, où les cinéastes ont tendance à devenir analphabètes, Sidney Lumet, c'était un maître, c'était un master de la mise en scène, quoi. D'autant plus qu'en fait, ça se voyait pas. C'est-à-dire que et ça ne se voyait pas, absolument. Quand tu parles des grands cinéastes expressionnistes ou des grands cinéastes visuels, tu ne penses pas forcément de prime abord à Sidney Lumet parce que c'est vrai que c'était non seulement un grand cinéaste visuel, mais qui avait le don de dissimuler en fait au spectateur toute la richesse visuelle qu'il déployait à l'écran. C'est-à-dire que tu ne le remarquais pas quand tu regardes un film de Sidney Lumet. C'est très dur, en fait. C'est très dur, non. On va dire que c'est pas facile de remarquer au premier abord à quel point c'est parfait et c'est composé et à quel point tout est minutieusement pensé en fait pour faire, comme tu dis, Fouad, sens et pour traduire quelque chose au spectateur, quoi. Et aujourd'hui, quand tu prends les cinéastes Lumet à ce niveau, c'était une institution pour plein de réals qui ont su tirer leur boîte à outils de ce que Sidney Lumet leur a appris. Et aujourd'hui, quand tu prends les gens qui font le cinéma que ferait Lumet, donc tu es dans du drame un peu urbain, dans des familles de flics ou dans des familles mafieuses, etc. et tout, c'est parfois du cinéma
pas pauvre, mais très effacé en termes de réalisation, parce que tu as l'impression que tout ce qui est. Si tu devais faire une parenté entre leur film et ceux de Lumet, il n'y a que les thèmes, en fait. Il n'y a que l'univers, en fait, des flics, des truands, ou le milieu new-yorkais, enfin, peu importe, quoi, tu vois. Il n'y a que les thèmes, il n'y a que ça. Par contre, ce qui fait la différence, c'est que derrière, sous son apparente simplicité, tu avais un truc qui était d'une complexité, qui était vraiment très, très élaboré en termes de composition de plan et en termes de grammaire cinématographique. Oui, c'est éminemment pensé. Et son livre que j'ai lu, Faire un film, je vous le Oui. recommande. Hein, si vous aimez le cinéma et si vous vous ouais. intéressez au cinéma, il faut lire son bouquin, là, Faire un film. C'est La conclusion. te fais pas chier à faire une école de cinéma où tu lis le bouquin de Lumet et c'est bon. Tu as le meilleur professeur du monde. Et la dernière phrase du livre, je trouve, elle est juste magnifique, elle résume super bien le bonhomme. Au final, ce que je voudrais dire, si on me demande ce que c'est pour moi d'être réalisateur de cinéma, bah, c'est une façon honnête de gagner sa vie. Ouais, t'as vu l'humilité du monsieur. T'as le livre avec toi ou tu la connais par cœur? Elle m'a marqué, celle-là. Elle m'a marqué, elle m'a marqué, cette phrase m'a marqué. Elle est belle, hein, cette phrase. Ah là là, il y a du level. Il y a du level. Alors, moi, ça va me permettre de faire une transition pour aller sur ma deuxième, sur d'autres rubriques que où je voulais aller dans ma discussion avec vous, les amis. Parce que, tu vois, sur ce Sidney Lumet Family Business, moi, je trouve qu'il y a une erreur de casting et que souvent, ce mec, pour moi, est une erreur de casting. Évidemment, c'est subjectif, ça ne vaut que pour moi, mais j'ai beaucoup de mal avec Broderick. Le Matthew, j'ai beaucoup de mal avec lui. Vraiment beaucoup de mal. Et je te dirais même que dans Ferris Bueller, j'adore Ferris Bueller, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre pour moi, tu vois. Ça aurait pu être un autre acteur. J'ai du mal, je sais pas. Alors moi, dans Ferris, il est à sa place. Hein. Je crois que c'est le rôle de sa vie. Alors, je te comprends pour les autres rôles, mais pourquoi tu dis ça, Captain? Tu le trouves pas crédible? Un truc coincé du cul, un truc auquel je ne crois pas, tu vois. Je ne crois pas à sa nonchalance et tout. Mais c'est un acteur, hein, donc voilà. Mais j'ai bien dit, c'est moi. Je suis un peu, comment dire. Oui, je comprends. Je suis injuste dans mon jugement, hein, tout ça. Mais tu vois, regardez l'affiche. Moi, celui qui aurait dû faire le jeune, selon moi, c'est un acteur qui représente cette période-là et qui représente la jeunesse à cette période-là, qui a une carrière immense à cette période-là aussi, mais qu'on a un peu oublié, c'est Christian Slater. Ah oui, c'est vrai. Oui, pourquoi pas. Et Christian Slater, dans ces années-là, fin 80 et pile 90, c'est énorme, Christian Slater aux États-Unis. C'est la jeunesse, c'est les acteurs jeunes et tout, et il y a plein de pépites inconnues en France en plus. Voilà. Un jour, je vous parlerai de Keuf, par exemple. Regardez, Keuf, là, mais c'est 92, enfin c'est 91, 92, ce n'est pas notre année. Voilà, je n'en parle pas. 2 ans dans le futur, là. Sauf que 90 pour Christian Slater, c'est un film qui a pratiquement disparu des radars. Samir, si tu nous écoutes, peut-être que toi tu l'as, peut-être que Fouad, peut-être Guillaume Long, mais sinon, j'ai peu d'espoir. Mais c'est Pump Up the Volume. Est-ce que vous vous souvenez de ça? C'est 90. Je ne l'ai pas vu. C'est un peu son Footloose à lui, tu vois. Tu as eu Footloose par Kevin Bacon. Il l'avait senti. Moi, j'ai entendu parler, mais c'est quoi? C'est un teen movie, ça? C'est quoi? C'est un mec c'est un mec qui monte une radio pirate en fait dans son bahut. Et qui déclenche une sorte de mouvement de protestation où il incite les jeunes finalement à faire n'importe quoi, à se libérer des carcans et tout, et le truc prend ampleur et ça devient un phénomène à contrôler. Et moi je voudrais juste en profiter pour rendre hommage à monsieur Yannick Dahan, parce que quand il faisait Opération Frisson sur Ciné Frisson, c'était une émission en fait où sa célèbre verve et tout et s'exprimait sur les sorties cinéma, puis aussi les programmations de la chaîne. C'est lui qui m'a permis aussi, qui m'a incité à regarder ce film, donc à me choper Monsieur la puissance évocatrice, Yannick Dahan. Monsieur la puissance évocatrice, ouais. La substantifique moelle, monsieur. Ouais. La puissance évocatrice, ouais.
Mais bon, en tout cas, c'est quand même un type, moi personnellement, il m'a ouvert plein de portes, il m'a permis aussi de me découvrir plein de films sympas qui étaient programmés sur la chaîne à cette époque-là, parce qu'à l'époque, on n'avait pas Netflix, il fallait regarder à quelle heure ça passait et caler ton emploi du temps pour être sûr d'être au rendez-vous, parce que j'étais trop con pour savoir enregistrer un film, du coup, il fallait que je sois OP. Et je voulais juste profiter pour rendre hommage à ce monsieur, parce que il a été très important pour ma cinéphilie personnelle, et il m'a ouvert énormément de portes, il m'a notamment fait découvrir ce film, et du coup, je l'en remercie beaucoup. Moi, je l'ai. Écoute, moi, j'ai vraiment. C'est le thème de l'émission. On va dans un vidéoclub et on prend. Et ben moi, je l'ai pris en vidéoclub en France, ce film. C'est la seule fois où je l'ai vu. Et après, c'est un film qui a disparu, que je n'ai jamais réussi à retrouver. Jamais. Que ce soit en France ou ici, jamais. Ça, c'est fou. Ok. Bon. Et je regarderai. C'est un film qui, à l'époque, est beaucoup plus. Est très. Comment dire. On n'est pas sur un teen movie. C'est très mature. C'est très. Très sérieux dans le propos. Il y a un côté Slater. Je trouve que Slater est magnifique dans ce rôle. Il est rayonnant, il est magnifique, il est l'incarnation de l'adolescent qui regarde ce monde et c'est un film très très fort de l'époque. Vraiment très très fort et un peu oublié. Et c'est Christian Slater. Mais Christian Slater, à cette époque-là, c'est dingue. C'est dingue parce que si on se rend compte dans un vidéoclub en 90, tous les amis, on va forcément pas parler que des VHS, on va parler des sorties ciné sur laquelle qu'on est allé voir, qu'on se recommande. Il faut que tu ailles voir ça, c'est à l'affiche encore, c'est plus à l'affiche, tu vas devoir attendre le VHS l'année prochaine et tout. Puis on achetait l'officiel des spectateurs. Je sais pas si vous avez connu l'officiel. Vous avez connu l'officiel des spectateurs? Oui, comme ça, là, le petit, ouais, tout à fait. Le petit livret bleu qui coûtait 2 francs. Vous avez toutes les horaires de tous les cinémas. C'était avant le smartphone, avant Allociné. C'était l'officiel des spectateurs. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse Pierre Bellemare. Parce que c'est un succès VHS si on s'était rencontrés, mais c'est aussi une sortie ciné pour la suite. Et dans la suite, Christian Slater y est aussi. C'est dingue sa carrière. Moi, je veux faire une émission Christian Slater. Invitez-moi les mecs. On serait certainement allé voir ensemble en 90, les amis, tous les trois, ce film-là. Que j'ai pas vu. Guns 2. Qui est sympa, qui est plutôt sympa. Ouais. Moi, je l'ai vu. Et, voilà. Alors, j'ai pas vu le 1. Alors, le 1 est là. Mais le 1 sort en 88. Tu vois c'est ça, ouais. J'ai vu le 1. Ils ont pris c'est le même cas. Tiens, il y a Charlie Sheen dans le 1, tiens. Il y a Charlie Sheen. Et dans le 2, il y a Christian Slater. D'accord, mais là, en fait, c'était les Young Guns, en fait, c'était tous les jeunes acteurs hypés de l'époque. Voilà. C'est ça. Brad Pack, plus ou moins, qu'ils étaient affiliés au Brad Pack, quand c'était la bande où tu avais Emilio Estevez, Charlie Sheen, Matt Dillon, etc. et tout. En fait, c'était une émission Emilio Estevez. Emilio Estevez, faudrait faire une émission. Aussi pareil, à cette époque-là, les années 80 d'Emilio Estevez jusqu'à ce film, c'est ouf. Ouais, mais tu vois, Emilio Estevez, je le trouve moins intéressant que Christian Slater quand même. Autant parce que Christian Slater, je trouve que c'est vraiment un type qui a une densité chez lui, quoi. Tu vois, qui, je pense, est quand même très sous-estimé parce qu'il a toujours été réduit un peu à sa gueule d'ange, tu sais. Mais quand tu le vois dans Fatal Games ou même dans Pump Up the Volume, il a une capacité à être méchant, tu sais, puis à dégager un truc. Je trouve son jeu beaucoup plus varié, quoi. Et Emilio Estevez, franchement, je le trouve pas super bon acteur. Excusez-moi, c'est pas. Non, mais c'est pas des briques. Et je trouve que un peu comme. Je trouve que c'est l'esprit US rock de ouais. Tu vois, il est dans des films fun qui me rappellent ce vent de fraîcheur, surtout en ce moment, ce vent de fraîcheur qu'il y avait à l'époque et qu'on n'a plus, quoi. Ouais. Et j'ai une théorie, les amis, sur Pop-Up de Volume et le rôle que fait Christian Slater, parce que tu peux te dire, alors là je fais un lien capillotracté, hein, d'accord? Donc accrochez-vous les cheveux. Mais on pourrait dire que son personnage de Pump Up the Volume, imagine qu'il vieillisse et qu'il vieillisse mal et qu'il soit d'autant plus anarchique jusqu'au bout. Est-ce que ça l'amène pas à son rôle dans Mr. Robot? Je sais pas. Je parle de la série.
la série, tout à Ah, fait. il joue dans Mr. Robot? Ah ouais, Je sais pas. je dis pas plus, tu verras. Là, il joue un peu un rôle équivalent à celui qui tenait dans Pump Up the Volume, c'est ça? Bah, ce que je veux dire, regarde Mr. Robot, et puis tu te dis, est-ce que Pump Up the Volume, ça serait pas la jeunesse de ce personnage-là? D'accord. Voilà, tu vois. C'est capillotracté, ce que je viens de faire. Mais c'est là que tu vois aussi que c'est là aussi que tu vois que c'est quand même un acteur dont l'importance est quand même méchamment mésestimée. C'est que t'as pas, si tu veux, t'as les acteurs et t'as des stars. Et les stars, c'est celles où tu peux retracer pratiquement un lien généalogique entre tous ces personnages. Tu sais, tu peux retracer que tel personnage qui est joué à 10 ans en arrière pourrait être celui qui est devenu dans le personnage qui joue 10 ans après aujourd'hui, quoi, tu vois. Et mine de rien, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui arrivent à se dégager une persona. C'est pas fastoche, en fait, de réussir à se dégager une persona qui permet aux gens de tisser des liens généalogiques comme ça entre les différents protagonistes et figures qui composent sa filmographie. Et Slater, effectivement, tu peux le faire, quoi. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas donné à tout le monde. Et je trouve que par rapport à ça, c'est le type est toujours vu comme un second rôle, en fait. Je trouve que Slater, il y a toujours cette image de second rôle, finalement, de très bon second rôle, mais pas de tête d'affiche. Alors que moi, j'aime beaucoup ce qu'il dégage aussi. Alors, on n'est pas en 90, mais moi, il m'a vraiment beaucoup marqué dans Le Nom de la Rose. Oui. Avec Sean Connery, justement. Il a un rôle, le rôle de jeune padawan, si je puis dire. Il est extraordinaire il est extraordinaire dans ce film, et notamment une scène d'amour avec une espèce de clocharde ou une mendiante. La scène d'amour, elle est, franchement, c'est l'une des plus belles scènes d'amour que j'ai jamais vues de ma vie. Il est vraiment très touchant dans Le Nom de la Rose. Et d'ailleurs, pour accorder les wagons avec le film qui nous intéressait, imagine Matthew Broderick à la place de Christian Slater dans Le Nom de la Rose. C'est une possibilité. Je veux dire, il y a un différence de level entre les deux, mais dans le rôle du jeune naïf qui tombe de sa petite série, etc. et tout. C'est vrai, ouais. Il a un rôle un peu comme ça dans le Lady Hawk de jamais pu voir Young Guns 2, jamais. C'est plutôt une bonne surprise, Young Guns 2. C'est pas mal. Il y a William Peterson qui est extraordinaire aussi, qui est pas mal. Plutôt une bonne surprise. C'est bien shooté. C'est Dean Semler qui est à la photo. Le legendary Dean Semler, le chef-op notamment de Mad Max. Moi, j'aime beaucoup Lou Diamond Phillips aussi. Je trouve que voilà, moi j'aurais aimé le voir plus. C'est un superbe acteur. Malheureusement cantonné à la Bamba. Il a eu un grand rôle et après, voilà, ça et là, on le voyait un peu ça et là, mais je trouve que c'est un super acteur, ce mec. Et il méritait. Il est bien dans Big Hit aussi, notamment. Big Hit, c'était génial. Il y a Kiefer Sutherland aussi, qui était très haute à l'époque. Et je me demande si L'Expérience interdite, c'est pas non plus 90, L'Expérience interdite. Donc plutôt une bonne surprise. Moi, je m'attendais, pour être honnête. Young Guns, je pensais que aussi, parce que lui aussi, Kiefer Sutherland qu'on voit dans l'affiche. C'est plutôt une bonne surprise, Young Guns 2. Je pensais vraiment que ça allait être vraiment potache et rigolard. Mais ça, comment dire, il y a un esprit rock qui sort de ça, tu vois, où effectivement ils prennent le genre aussi, mais ils sont pas écrasés par le côté noble du genre. Ils en font un petit peu un truc rock, moi et jeune, qui est sympa, quoi, qui est sympa. On allait voir aussi les films un peu comme ça, tu vois. Mais je pense que c'est des films, en fait. Alors, c'est marrant, c'est des films que j'ai jamais vus. Pourtant, j'en ai une image. C'est l'impression que c'est l'insolence de la jeunesse, en fait, qui se dégage. Voilà. On a 20 ans, tout nous réussit, on a envie de tout bouffer sans écouter ceux qui nous disent de faire carrière et des trucs comme ça. Et tu vois, c'est que tous ces acteurs-là, que ce soit peut-être moins Emilio Estevez, mais que ce soit Kiefer Sutherland, Charlie Sheen dans le premier et tout. Tu vois, c'est des types, ils étaient au top des années 80. Les années 90 ont été un peu plus compliqués pour eux parce que, grosso modo, leur momentum était passé. Ils ont jamais pris soin de paver, en fait, la suite. Ils ont réussi à rebondir, mais ça a été compliqué. Le seul mec dans cette génération-là, enfin, pas le seul, mais le bon exemple de cette génération, et qui, lui, par contre, faisait attention à sa carrière, c'était Tom Cruise. Tom Cruise, il était déjà dans une autre dimension par rapport à eux. À niveau de célébrité équivalente à l'époque, je crois que Cruise, c'était Matt Dillon qui racontait ça. Il disait que, alors je sais plus, sur le plateau du Coppola qu'ils ont tourné ensemble,
Dion, lui, il allait faire la fête entre les prises, il s'envoyait des nanas dans l'ascenseur, il vivait le meilleur moment de sa vie. Kroos, il était toujours au téléphone avec son agent. Toujours. Et là, pour moi, les Young Guns, moi, j'ai cette image-là. On s'en fout, on vit carpe diem, on vit le moment et on verra bien demain, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Alors, dans ce genre de cinéma, en fait, qui a un cinéma spécial vidéoclub, hein, Young Guns, c'est ça. Il y a un autre truc, et ça sortait en France. Alors, est-ce que ça faisait succès? Non, mais c'était en France. Et je me souviens y être allé, c'est peut-être un highlight de ma vie, en fait, finalement. C'est la sortie est 90, mais j'ai peut-être un doute, peut-être qu'en France, ils ont attendu peut-être presque 91 pour le sortir. Mais moi, enfin, c'est aussi l'année 90, mais pour un film, mais quelque part, c'est complètement what the fuck ce film. Et mais est-ce que vous vous souvenez, les mecs, parce que là, on va parler de Charlie Sheen, mais est-ce que vous vous souvenez de ce film? Oui. C'était quoi la musique? The Boys are Backington ou un truc comme ça. Ouais. Non, je l'ai pas vu. Ouais, de Lewis, par le réalisateur de Cujo. Ouais. Je l'ai pas vu. Qu'est-ce que ça donne, ça? Ça m'a l'air, ça dirait un DTV. Ben oui, ouais, mais moi je me souviens de la scène d'intro où ils arrivent dans une villa et tout ça et tout. Et puis, mais on allait voir ça au ciné, quoi. Mais plus personne. Parce qu'il y a les Steven Seagal qui sont restés et tout ça, parce que tu sais. Mais alors, il n'y a plus personne qui parle de Navy Seals. Bon, c'est très. En fait, le truc, c'est que le film est quand même hyper anecdotique, quoi. Il est fun, hein, mais il est complètement anecdotique, tu vois. Ouais. Mais bon, entre parler de ça et d'un Steven Seagal de l'époque, je vois pas, en termes qualitatifs, je vois pas trop la différence, tu vois. Non, il y en a aucune. Et le film, je veux dire, Navy Seals est même sûrement plus réussi que Les Échecs et Morts, par exemple. Mais tu as une différence entre les deux, c'est Steven Seagal. Il y a le truc qui fait que, voilà, quoi. Yannick, si tu nous écoutes, Yannick. Voilà, c'est ça. C'est tout, c'est Steven. C'est Steven, voilà. Alors, les gars, donc, ça, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment des discussions de vidéoclub qu'on aurait eu si on s'était rencontrés dans un blockbuster au moment des faits. Et c'est ça que je voulais retraduire aujourd'hui avec vous, avoir une discussion de vidéoclub vraiment. Et c'est génial qu'on l'a. Mais donc, et ça sera la dernière discussion de notre émission, on se serait certainement donné des conseils pour aller au ciné en étant au vidéoclub, vous comprenez. Alors là, on va sur les movies de 1990 et on va essayer de faire ce jeu qui est de choisir 3 films chacun. Vous êtes prêts? Vous regardez votre écran et quels conseils on se serait donné? Regardez ça, c'est les gros films de 90. Alors perso, je mettrais direct là comme ça, Darkman, Total Recall, Back to the Future. Mais j'aurais une pensée émue pour Jour de tonnerre, Arachnophobia et peut-être Robocop 2. Ah, tu vas très vite, hein. Toi, tu vas très vite en affaires. Hein. Tu veux dire, à l'époque, si on était à l'époque, qu'est-ce qu'on aurait recommandé d'aller voir? C'est ça? Maintenant, mais voilà, si tu devais en choisir 3, c'est pas simple. Ah oui, 3. Et vous, dans le chat, c'est pareil. Choisissant 3, c'est pas simple. Jour de tonnerre, parce que c'est vraiment un film de l'époque. Back to the Future 3 et Die Hard 2. Ok, très intéressant. Alors, les amis, est-ce que dans le chat, on me dit, ou est-ce qu'on fait des choix? Allez, faites vos choix, je remets la sélection. 1980, quelle belle année, hein, 1990. Quelle belle année. Alors moi, dans cette sélection, le seul, si je me crois, non, peut-être j'en ai 2 que je n'ai pas vu. Mais il y en a un que j'ai pas vu et que je n'ai toujours pas vu. C'est celui-là. Mais il m'avait marqué, hein, l'affiche m'avait marqué, la bande-annonce et tout. C'est quoi ce truc et tout. Bon, j'avais pas eu l'occasion de le voir. Et puis, finalement, regardez, je l'ai trouvé, tu sais, au Walmart, je l'ai trouvé, mais le plastique est encore là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce Sam Raimi Darkman? Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire pour que j'arrache le plastique et que je m'en aille le regarder? C'est génialissime, c'est que c'est tout ce qui explosera dans Spider-Man 10 ans après. Et déjà dans ce film-là, et non, en fait, non, j'ai même envie d'aller plus loin, c'est que le film Darkman, en termes d'audace visuelle, de traduction d'un langage de comic book dans un langage de cinéma,
va encore plus loin que Spider-Man. T'as l'impression qu'en fait, dans ce film-là, le mec, il met toutes ses envies de cinéma dans son film son premier film de super-héros, qui n'était pas un super-héros qu'il avait créé lui-même, qui n'était pas adapté d'une œuvre de bande dessinée préalable. Et c'est un truc de malade mental, quoi. Je crois que c'était un an avant, tu avais eu le Batman de Burton qui était sorti et qui était beaucoup plus sage visuellement. Très mou, hein. Ouais, même si j'aime beaucoup il a Batman, mal vieilli, hein, Batman 89. Il a pas très bien vieilli. Darkman, en revanche, il est encore plus. C'était déjà un film avant-gardiste à l'époque, et il est peut-être encore tout autant aujourd'hui. Mais vraiment, regardez-le, quoi. Si vous aimez Sam Raimi, si vous aimez le cinéma de super-héros, si vous aimez les comic book movies à l'écran, ce film qui n'est pas assez connu, qui n'est pas assez reconnu, qui n'a pas assez été vu, c'est une mine d'or, en fait, pour tout ce qui est d'inventivité visuelle, et qui n'est pas seulement juste pour se faire plaisir avec sa caméra, mais qui est aussi pour donner une forme hyperbolique, bigger than life, à toutes les émotions de son personnage. Tu as des trucs dedans, tu croirais autant voir le Spider-Man qui fera 10 ans plus tard qu'un film fantastique de la Hammer ou un film fantastique des années 50. Tu as des passages, c'est vraiment c'est vraiment Frankenstein ou les vieux Dracula et compagnie, quoi. Et il y a vraiment toute cette envie de cinéma qui condense tout ce cinéma-là dans le Darkman de Raimi, quoi. Et c'est vraiment fou d'avoir à cet âge-là, parce qu'il n'était pas vieux quand il a fait le cinéma, c'était son premier film de studio, d'avoir déjà cette maturité-là. Alors, c'est un film un peu immature, dans le sens où le mec, c'est du full Raimi, il fout tout ce qu'il veut, etc. et tout. Mais alors, putain, c'est un festin, ce film, c'est un festin. T'en sors, c'est-à-dire entrée, plat, dessert, tu remets ça 2 fois, 3 fois, 4 fois, et à la fin, le mec, la riche à la fin, quoi. Regardez mon Darkman, il faut le mater, c'est indispensable. Ah, c'est super. Bah, Guigui, c'est un bon vendeur, hein, quand même. Hein, voilà. Donc, je pense à ses propos. Je pense que je ne vais pas être le seul ce soir à me remater Darkman, hein, grâce à Guillaume. Voilà. Avec Liam Neeson dans le principal. Et Liam Neeson qui est extraordinaire. Excuse-moi, Captain, j'ai cru voir, c'est Robocop 2, je crois. Oui, tout à fait. Je vais remettre la fiche. J'avais oublié. Robocop 2. Et moi, je trouve que c'est une excellente suite. Ouais. C'est une super suite, Robocop 2. Par Irving Kershner, réalisateur de l'Empire contre-attaque, entre autres. Et cette suite se fait bâcher, j'ai l'impression que tout le monde la déteste, et je trouve que c'est une putain de bonne suite, je trouve, qui est incroyablement violente, et qui est allée un cran au-dessus de Verhoeven en termes de violence. Il y a quand même des choses gratinées dans Robocop 2. Hein. Ah oui. Il y a un enfant, il y a un enfant qui, un enfant qui devient dealer, il y a un enfant qui meurt. Pour l'époque, c'était assez gratiné de montrer ces choses-là. Il y a un méchant qui est un espèce de super junkie là, qui est joué par notre ami, le tueur de Last Action Hero là, et puis le Sixième Sens de Michael Mann. Là. D'accord. Ah, Tom Noonan. Tom Noonan. Voilà, il y a le très bon Tom Noonan qui joue Kane, un espèce de dealer. Et je trouve que c'est une super suite, et notamment ces effets spéciaux, je trouve, sont un cran au-dessus du film de Verhoeven. Et je trouve que Robocop 2 mérite d'être réhabilité. Et en termes d'effets spéciaux, il y a un plan qui était super novateur à l'époque, qui est passé totalement inaperçu. Il faisait cohabiter un acteur et une miniature. Et faisait se toucher un acteur et une miniature. Et à l'époque, ça a l'air de rien, mais c'était une putain de prouesse technique. Mais c'est quoi, je me demande si en fait Robocop 2, il n'y a pas un peu le même destin que Predator 2, au sens où ce sont d'excellents films qui ont eu le tort de succéder à des œuvres originales qui étaient réalisées par des génies, en fait. C'est vrai. On l'aura jamais pardonné ça, en fait. D'ailleurs, Predator 2 de 90 aussi, hein, si je ne m'abuse. Donc, Robocop 2, allez-y, foncez, c'est une putain de bonne suite, je trouve. T'as raison, mais de toute façon, là, à mes yeux, il n'y a rien à acheter. C'est pour ça que je voulais faire le truc impossible, parce qu'il n'y a rien à jeter. Alors moi, j'ai ma sélection. C'est une sélection où normalement je prendrais tout. Vous comprenez? Je prends tout, mais si je suis obligé de choisir, je vais aller sur une sélection du 3e au 1er. Numéro 3, je vais prendre Die Hard 2 parce que ça a été aussi j'ai pas eu je me souviens très bien quand elle est sortie au ciné et tout ça. Je crois même qu'il sort en France, il sort au ciné en même temps que Rocky 5.
Il sort au ciné en même temps que c'est le concurrent de Rocky 5 et malheureusement je vais voir Rocky 5, je vais pas voir Die Hard 2, mais après je me rattrape avec la vidéo que j'ai usée jusqu'à la moelle, que j'ai usée jusqu'à la Die Hard 2. Voilà, donc c'est vraiment un souvenir VHS. Numéro 2, je prendrai quelque chose qui est un souvenir cinéma très fort, parce que tu sens qu'en même temps que tu regardes le cinéma, tu as une soirée où tu vois qu'il y a un engouement pour le film de la part du public qui est énorme, c'est Ghost. Ghost, ça a été énorme. En 90, on se souvient pas, mais ça a été énorme, Ghost. Vraiment, c'était fou. Tout le monde allait voir Ghost. C'était un sacré moment, vraiment. Et puis, le dernier que je choisirais, ben, évidemment, vous savez, hein, mon amour, et vous l'avez aussi, sur Back to the Future 3, qui, dans la saga, si vraiment je suis honnête avec moi-même, est mon chouchou. Et mon chouchou, c'est très rare que les gens disent le 3, c'est leur chouchou, mais c'est le mien. Pourquoi? Parce que j'ai une affection, parce que j'ai une histoire. Effectivement, ça joue. Tu vois, je vais le voir au cinéma, et tu vois, vraiment, cette séance, je l'oublierai jamais. C'est un souvenir d'enfance ultra fort, parce que j'étais ultra, c'est pas chaud, quoi, mais j'étais hystérique au fait d'attendre le truc, quoi. Tu vois, tous les jours, je comptais les jours pour aller, tu sais, la séance du mercredi à 14h, et j'étais comme un dingue. Et je l'ai vécu comme un dingue. Et puis, c'était aussi pour moi mon moment, je vais vous m'expliquer, mon moment Star Wars. Parce qu'on vit tous aujourd'hui dans la culture avec, ouais, mais j'ai vécu Star Wars, tu sais, j'ai vécu cette saga Star Wars. Tu vois, j'étais en 83, j'ai fini, j'étais là au Retour du Jedi, j'ai vu toute la saga et tout. Et moi, j'étais forcément trop jeune, j'avais pas ce même vécu. Moi, c'était des souvenirs VHS Star Wars, mais des souvenirs ciné de la saga pour moi, de ma génération, c'est Back to the Future. Et je suis dans la salle et tout ça, et je suis à fond. Et c'est un souvenir impérissable, et c'est un souvenir de, tu sais, de conclure la saga que tu as suivie, quoi. Et c'est un fun génial, quoi. C'est un fun génial. Et pour ça sera mon choix numéro 1, même si vous avez bien compris que cette année-là est une année dingue. Hein. Niveau cinéma, c'est une année vraiment dingue. 90, finalement. C'est clair. Mais c'est marrant, c'est que quelque part, avec toute l'affection que je peux avoir pour tous les films qui sont présents sur l'affiche, hein, et là encore, j'essaie d'être objectif. Si j'étais purement subjectif et sentimental, ça serait pas le cas. Mais je pense qu'il y en a vraiment que 3-4 en fait qui traversent vraiment bien les années en termes de cinoche, en fait, vraiment. Je sais pas ce que je sais pas ce que vous en pensez, mais Back to the Future 3, c'est évident. Total Recall aussi, même s'il y a des 3 trucs qui ont vieilli, mais ça reste un super film. Jour de tonnerre, qui est pas un super film, mais par contre, la patte Tony Scott, par contre, fait que de toute façon, c'est intemporel. Robocop 2 qui est trop cool, mais par contre, Dick Tracy, Ghost, Arachnophobia, c'était fun, mais c'était un peu mou du genou. Et je trouve que même que Die Hard 2, en fait, en revoyant le film, Fouad sera peut-être d'accord avec moi, je trouve que tu réalises à quel point John McClane et la franchise Die Hard, c'est McTiernan au début, à la fin, au milieu, point à la ligne, on change de page, point barre, quoi. Alors, tout à fait. Parce que ça vous renvoie à la superbe vidéo, podcast vidéo sur l'heure magique que vous pouvez trouver sur dans notre boutique, l'heure magique, toujours disponible. Sur John McTiernan, sur sa carrière. Allez-y, c'est du bon. C'est du bon. Et moi, je trouve que Die Hard 2, le lien est en description. Allez-y, j'irai vérifier, hein, dépêchez-vous. Et moi, j'aime beaucoup Die Hard 2. Je trouve que c'est une bonne suite. Je trouve qu'elle est bonne. Et pour le coup, je trouve qu'elle a bien traversé le temps. Et c'était pas évident quand même. Hein. Je trouve qu'au contraire de Die Hard 4, Die Hard 5, machin, je trouve que c'est une suite qui a le mérite au moins d'être digne et de ne pas saccager la franchise. Et pour l'avoir revue il n'y a pas longtemps, je trouve que c'est une suite qui se tient très bien. Visuellement, il y a quand même des plans iconiques. Il y a des plans qui te restent dans la tête. Tu as notamment où
il se fait bombarder il se réfugie dans le cockpit d'un avion, les méchants balancent des grenades et puis il s'échappe avec le siège éjectable. Voilà, ça c'est un super plan, moi je trouve. Le personnage de l'employé de l'aéroport qui vit dans les sous-sols, je trouve que c'est un super personnage. Je trouve que globalement, il y a quand même le film envoie du pâté, quoi, tu vois. Le film envoie du pâté. Moi, voilà, globalement, je trouve que c'est une bonne suite. En dessous les films de McTee sont portés par un souffle. Alors, on est d'accord. C'est pour ça. Les films de McTee, à chaque fois, tous les die-hard de McTee coïncidaient avec une évolution esthétique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils ne se contentaient pas de faire un die-hard. Il en profitait ensuite pour rebattre les cartes, tu vois, pour rehausser la barre, tu vois. Le game était plus le même, en fait. Clairement. Ouais, à chaque die-hard de McTee, voilà, changement du game. Les gars, bon, on recommence. Voilà, l'avenir, c'est ça. Tu vois, donc il faisait ça, McTee. Donc, Renny Harlin, en fait, à l'époque, n'avait pas les moyens n'avait pas probablement pas le talent pour rebattre les cartes. Mais il a quand même troussé un film d'action tout à fait, je trouve, bien fichu, bien ficelé, assez divertissant et digne, tu vois. C'est pas Die Hard 4, quoi, tu vois. Non, mais tu vois, mais après je trouve qu'il y a des trucs quand même qui sont problématiques par rapport au personnage de McClane, en fait. C'est-à-dire que je trouve que McClane ne redevient ce qu'il était dans le premier, dans Pierre Crystal, que à mi-chemin, en fait, quand il découvre la supercherie, en fait, quand il découvre que en fait les militaires qui étaient avec lui se foutaient de sa gueule et que tout ça en fait est à comme aider. Et là, tu le retrouves dans la position de vulnérabilité dans laquelle il était dans le premier, mais je trouve que dans la première partie du film, il se balade avec une assurance qui en fait un peu déjà le gros bourrin un peu teubé que tu retrouveras dans Die Hard 4 et dans Die Hard 5. Et il y a même des trucs, tu vois, alors ça, je pense que c'est plus du jouet Silver que du Renny Harlin, c'est les emprunts au cinéma hongkongais de l'époque. Tu sais, t'as des gunfights où tu sens que les mecs, ils ont regardé du John Woo et puis ils essaient d'émuler. Mais si tu dis à McClane de faire ça, comme si c'était un peu Show Yun Fat, bah, c'est plus en fait l'outsider, quoi, tu vois. C'est plus l'outsider, c'est plus le canne dans la machine, c'est déjà une sorte d'action hero avant, déjà établi de fait dès le début. Alors que ce qui est intéressant chez McClane, c'est que c'est un mec qui il survit en fait, il fait comme il peut, et en fait il devient un action hero malgré lui quelque part. Tandis que là, dès le début, tu vois, je trouve qu'il y a des trucs qui cadrent pas en fait avec le personnage de McClane, voilà quoi. Mais sinon, je suis d'accord. Probablement. C'est un peu, ouais. Après, je suis d'accord. Derrière, je pense que ça serait un bon film d'action, mais voilà quoi, il s'attaque à Nikon. On est d'accord. On est d'accord, et on est d'accord aussi pour dire que cette année 90, franchement, ça a envoyé, ça a quand même vachement construit notre cinéphilie et que c'était du fun et que je paierais très cher pour y retourner, mais très très cher pour y retourner. Voilà les amis. Alors n'oubliez pas, vous qui nous écoutez, de mettre un pouce levé. On en a toujours besoin de s'abonner évidemment parce que ici il y aura toujours du ciné, il y aura toujours de la boxe, il y aura toujours de la musique et donc ça sera bon. L'heure magique. Je répète. Est-ce que Magic Hour comme aux États-Unis. Pépite sur YouTube, tu tapes l'heure magique, tu t'abonnes directement et crois-moi que tu vas en avoir des pépites. Les gars, est-ce que la prochaine arrive très très bientôt d'ailleurs. Très très bien. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus cette semaine, la semaine prochaine? J'attends David Fouad pour se réserver le secret de notre sujet d'émission, ou est-ce qu'on le balance maintenant? Écoute, ses initiales, c'est JC. Voilà, je n'en dirai pas plus. C'est un réalisateur américain que nous aimons beaucoup. Et que je suis sûr aussi, parmi les pirates, certains l'aiment ou aimeraient le découvrir. Donc, c'est un format long. Donc, ça va parler des années 88 et ça va mettre des lunettes noires. Je t'en dis pas plus. Et c'est vrai. Tu parles de la fuite en vidéo, hein? Non, notre
notre ami Alex et tout. Non, mais il y a un film chez JC en 88 où il faut mettre des lunettes noires. Ah oui, et on voit des choses différentes. Absolument, tout à fait. Et là, c'est pareil, c'est un format consacré à un metteur en scène, c'est une monographie sur un grand réalisateur américain que nous aimons beaucoup, qui mérite d'être découvert. Captain, tu vois. Hein, pardon? Tu fais des discussions Hall of Fame comme le Captain le fait. Absolument. Hall of Fame, voilà. Et on va ensuite proposer un nouveau format avec Guillaume, un format qui sera centré sur un film, format plus court, mais sur un film. Voilà, on teste un nouveau format et puis on voit ce que ça donne. Bien sûr. Donc, toujours en parlant de ce qu'on aime et de ce qui vaut le détour. Voilà, tout simplement, un peu comme tous les gens sur YouTube, hein, globalement, on parle de ce qu'on aime, quoi. Voilà. Et ça sera bien agréable. Voilà, si vous vous reconnaissez dans ce qu'on aime, eh ben, écoutez, venez faire un tour sur notre chaîne pour voir si vous êtes d'accord, si vous trouvez que ce qu'on dit est intéressant. Bien sûr, ça l'est, et c'est pas nous de le dire. Donc, laissez-nous un commentaire. Voilà. C'est ça. Ouais, franchement, les gars, c'est bien. On a fait une émission hyper punchy, un peu nostalgique, évidemment. Ça m'a fait plaisir que vous soyez mes premiers invités pour, là encore, une nouvelle proposition que je fais. Et ça m'a fait ultra plaisir. Ma DeLorean est un blockbuster, reviendra avec de nouveaux invités. Mais quel plaisir d'avoir été avec l'heure magique. Merci les gars, merci énormément, passez une belle soirée. Et puis merci à toi, Captain, merci, c'est une super idée là, ton émission. Mes films d'années 90 à me taper là, voilà. Je vous embrasse très fort les gars. Ciao et ciao chat. Bisous les pirates.